milliards par sa propre société qu'on a installée. C'est leur propre société. Il n'y a pas d'appel d'offres, il n'y a rien. On multiplie le prix par 10. On multiplie le prix par 8. On fait un prêt au nom du Bénin. On décaisse. Vous avez vu aujourd'hui, quand vous vous promenez dans Cotonou, vous allez voir beaucoup d'endroits qui ont été rasés, clôturés par des tôles, pour des projets que seul Patrice Talon connaît. Même l'ancien stade d'Apapa est rasé. Est-ce que j'ai menti? Non, vous n'avez pas menti, mais seul Patrice Talon connaît, c'est un peu bizarre. Nous avons un ministre. Il a fait un débat avec qui pour investir? Quelle est l'Assemblée nationale qui lui a donné l'autorisation de prendre autant de prêts? Vous avez vu combien de milliards, de milliers de milliards le Bénin a pris comme dette? Vous croyez que Patrice Talon a le mandat? On lui a donné le mandat d'aller s'endetter au nom des Béninois sur plusieurs générations à venir? Mais il a déjà fait réviser la Constitution. Vous avez encore une Constitution au Bénin? Mais désormais, il n'a plus besoin de l'aval de l'Assemblée nationale. C'était sous un roi que, je crois que c'était Louis XIV ou Louis XVI, qui a convoqué des députés pour venir à Paris pour se pencher sur la question de la dette, quand ils se sont réunis pour dire à partir d'aujourd'hui, nous voulons être souverains, nous voulons décider, pas pour être de boîte aux lettres pour la monarchie. Ça a été le début de la Révolution française qui a fini par connaître la décapitation du roi. Aujourd'hui, on a un parlement, l'Assemblée nationale au Bénin. C'est pas une Assemblée nationale, c'est une boîte d'enregistrement. Vous les avez jamais vus voter quelque chose contre le gouvernement? Vous savez qu'ils n'ont jamais pris un seul vote contre le gouvernement depuis 2016? Mais si voient que tout va bien, ils sont obligés de voter. Vous avez vu le niveau de vie des Béninois depuis 2016? Vous voyez le pouvoir d'achat? Qui mesure l'économie au Bénin? Les gens ont du mal à vivre. Les gens ont du mal à vivre. Ils ont du mal à envoyer leurs enfants à l'école. Ils ont du mal à se soigner. Et pourtant, on nous explique que tout va bien. Mais si tout va bien, pour autant, laissez les gens s'exprimer. Ne les envoyez pas en prison parce qu'ils viennent de dire que tout ne va pas bien. Mais si tout va bien, laissez les gens s'exprimer. Pourquoi vous pensez que vous avez le monopole de la vérité? Pourquoi? Personne n'a le monopole de la vérité. S'il y a quelque chose, vous connaissez l'expression, le penseur qui a dit « tout ce que je sais est que je ne sais rien ». Socrate. Vous voyez? Mais Socrate, le même Socrate, vous savez ce qu'il a dit de la démocratie? Il a dit la démocratie, voilà le processus qui va permettre à toutes les catégories de la société de pouvoir prendre le pouvoir jusqu'au niveau des criminels. Et lorsque les criminels arriveront au pouvoir, ils vont réussir à tuer la démocratie. C'est ce qui nous arrive au Bénin. Il y a certains de nos compatriotes qui disent si tu travailles, tu gagnes ta vie, tu gagnes de l'argent et donc tout va bien pour toi. C'est pour ça que quand les paysans béninois produisent leur coton, leur soja, leur cajou, ils n'ont pas le droit de bénéficier du fruit de leur travail. Si vous travaillez et que celui qui se dit représentant du pouvoir central vous empêchez de profiter du fruit de votre travail, vous pensez que vous êtes un travailleur ou vous êtes un esclave?
Monsieur Habib. Non, mais vous êtes exploité. Vous êtes un esclave, dites le mot qu'il faut. Ouais, bien Vous sûr. savez, l'esclavage n'a jamais disparu. C'est dommage que... Vous savez que le nombre d'esclaves aujourd'hui qu'il y a sur Terre est supérieur au nombre qu'il y a dans les années 1800. Parce que l'esclavage, en fait, a pris seulement un autre visage. Quand vous travaillez sur les statistiques, aujourd'hui, l'esclavage aujourd'hui a pris un autre visage. Pourquoi? Dites-moi, quel est l'intérêt que certaines puissances extérieures ont à financer des mouvements armés en Afrique? Parce qu'il ne faut pas qu'on nous laisse nous développer. Il faut nous maintenir dans un état de chaos pour continuer à nous exploiter. L'Afrique est le continent le plus riche en matière de ressources naturelles de sous-sol. Mais l'Afrique est le continent où il y a la pauvreté, la violence, les guerres, les assassinats. On tire sur des individus parce qu'ils protestent. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous me dites que tout va bien. Tout va bien où? Si tout va bien, laissez les gens s'exprimer. Est-ce que vous savez qu'il y a des quartiers entiers à Cotonou qui n'ont pas de l'eau potable depuis plusieurs années? À Papa, il y en a plein. Il y a des zones entières qui n'ont pas de l'eau potable. Si vous gagnez un salaire de 100 000 francs depuis 10 ans, depuis 20 ans, mais que le niveau de vie a augmenté partout. Je lisais quelque chose la dernière fois. Même les plaques d'immatriculation pour les motos, on a multiplié ça par 4 ou 5. Ça avait baissé sous Yaïboni. La rupture les a multipliés, ramené encore à près de 18 000 la plaque, non, mais 15 000 au lieu de 3 000. Je ne parle pas des soins de santé. Les personnes qui sont atteintes, je ne vais jamais arrêter de répéter ça, les personnes qui sont atteintes de suffisance rénale, dont le gouvernement refuse de les soutenir par rapport à leur séance de dialyse, qui meurent comme des mouches. Les écoles, vous ne savez pas qu'il y a des écoles, même pas loin de vous, à Cotonou, qui n'ont même pas de toit. Mais pourtant, on a construit des écoles sur le terrain qui appartient à l'État et on va en conseil des ministres pour prendre des décisions de subventionner ces écoles-là parce que ça s'appelle l'école talon. L'injustice aujourd'hui, c'est le standard, c'est la norme, quoi, en fait. Dans tous les domaines, donnez-moi un seul domaine où la possession, le droit de propriété privée n'existe plus au Bénin. Est-ce que vous voulez dire que cette décision prise au Conseil des ministres pour subventionner les écoles privées, que c'est dans l'intention de subventionner l'école Manuel Talon? Bon, on a dit qu'on veut subventionner les écoles internationales du Bénin. Il y en a combien, les écoles internationales? Et puis quand vous prenez une décision, un pays comme le Bénin, vous prenez une décision pour la majorité des Béninois qui souffrent. C'est bientôt la rentrée scolaire. Combien de parents béninois ont les moyens de payer l'école de leurs enfants? Combien ils sont? Combien ils sont? De pouvoir faire face aux besoins. Même aujourd'hui, pour s'inscrire à l'université, ce n'est pas gratuit. Même si vous finissez de payer, vous étudiez dans quelles conditions? Est-ce que vous savez que le régime Talon a fermé des universités qui étaient hors du territoire? Il y a des universités qui ont... je crois que c'était au temps du régime précédent, ils avaient commencé à mettre des écoles dans la Takura, dans la Donga et autres là. Des écoles, même certaines écoles de formation pour les jeunes filles et autres. Ils ont fermé ça. Je connais plusieurs qui ont été fermés. Dites-moi, donnez-moi l'exemple de qu'est-ce qui marche en dehors des asphaltages qu'eux-mêmes se surfacturent et puis se font de l'argent à Dogo.
tout ce qui a comme activité qui rapporte de l'argent est devenu la propriété de Patrice Talon. C'est comme ça qu'on mesure le développement d'un pays. Mais Monsieur Rodriguez, est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est un choix politique, une vision politique, que Patrice Talon a choisi de mettre l'accent sur les infrastructures et le prochain gouvernement va travailler sur le capital humain? Non, moi je vais vous dire ce qui se passe. À partir du moment où c'est... Ne regardez pas n'écoutez pas seulement ce qu'on vous dit. Observez les faits et analysez ça avec votre propre cerveau. Quel est le besoin d'éliminer toute concurrence pour choisir de construire des routes avec des sociétés qu'on contrôle soi-même? Des montants de réalisation que seul on contrôle. Il n'y a pas c'est pas un bid, c'est pas un appel d'offres. Ce sont des sociétés qui appartiennent à Patrice Talon qui réalisent les infrastructures. À quel prix? Vous savez quels sont les prix? Il n'y a pas de transparence autour de ça. Et nous, on a peur que demain matin, quand Patrice Talon ne sera plus là, les montants qui ont été contractés au nom du Bénin seront quand même payés. On sera obligé de les payer, qu'on veuille ou non. Vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal? Une fois que le président Macky Sall a quitté le pouvoir, le régime de Diomaye Faye n'a pas pu continuer à prendre des prêts auprès de la Banque mondiale et du FMI parce qu'ils avaient des milliers de milliards de crédits cachés, non déclarés. Un pays au Bénin où nous n'avons pas les salaires. Si vous voulez le salaire du président Donald Trump, il faut aller sur Internet. Vous allez avoir son salaire. Si vous voulez savoir combien gagne le président français, vous allez trouver son salaire. Si vous voulez savoir combien gagne le premier ministre britannique, vous allez voir son salaire. Mais si vous voulez le salaire du président, je crois que même le président, il y a certains présidents, la Côte d'Ivoire, on connaît le salaire du président ivoirien, mais on ne connaît pas le salaire des autorités béninoises. Même pas les ministres. Sans compter qu'il y a des personnes qui sont officiellement à des postes, ils ont des salaires, mais ils ont aussi des enveloppes en argent liquide tous les mois. Vous savez ça au moins, non? Alors, non. C'est vrai qu'on n'a pas cette information. OK, on n'a pas cette information. D'accord. Alors, Monsieur Rodriguez, quand on vous écoute, on peut se dire que depuis 2016, le régime de Patrice Talon n'a rien fait. Non. Mais il a fait quelque chose. Nous avons... Non, il a fait quelque chose. Il a endetté le pays. Il a appauvri... Non, ne rigolez pas, c'est vrai. C'est vrai ou faux que la dette s'est multipliée? Ouais. Bon. Je dis que c'était plus de 9 000 milliards. Ils sont venus pour dire non, c'est pas 9 000 milliards, c'est moins que ça. Mais ils ont multiplié la dette par combien? X. Ça a été multiplié. Ce n'est pas augmenté de 2% ou 10% ou de 20% ou de 30%. Mais est-ce que le niveau de vie des situations, paradoxalement, ça s'est dégradé. Donc, il a utilisé la réalisation d'infrastructures. Vous vous rappelez qu'au début de sa prise de pouvoir, il était opposé au programme élaboré par Yahya Boni pour faire les infrastructures, pour dire qu'on ne pouvait pas faire ça. Mais il a très vite compris que c'est les infrastructures qui peuvent lui permettre de détourner le maximum de l'argent qu'il prend au nom des Béninois. Parce qu'on prend des prêts en notre nom. OK? Et puis on dit qu'on veut réaliser des routes. On réalise ces routes-là. Mais on multiplie le prix de la réalisation par 5, par 6, par 10. On se met la différence en poche. Aujourd'hui, Patrice Talon est plus riche que l'État béninois. Et l'argent de Patrice Talon revient encore des fois sous forme de prêts dans les levées de fonds pour revenir pour endetter le pays. Donc, vous allez avoir des enfants. Vos enfants vont payer les dettes à Patrice Talon. Vos petits-enfants vont rembourser Patrice Talon. Vos arrière-petits-enfants vont le rembourser. Vous n'avez pas encore fini. Je ne sais pas combien de générations ça prendra.
Est-ce que vous êtes sûr que les routes et les ponts vont rapporter assez d'argent pour rembourser la dette? Et puis, il y a un élément que je voudrais que tout le monde comprenne, une fois pour toutes. Vous ne pouvez pas... J'ai entendu des demi-lettrés dire que les États-Unis sont beaucoup plus endettés que le Bénin en matière de comparé au produit intérieur brut. Quand vous avez vos enfants, envoyez-les à de bonnes écoles. Le péché absolu, c'est l'ignorance. Il n'y a pas de plus grand péché que l'ignorance. Je vais vous expliquer un phénomène qui est simple. La dernière fois, quand j'étais sur le plateau de M. Jossou, j'expliquais ce qui s'est passé à la sortie de Bretton Woods lorsque on a pris la décision de mettre le dollar comme monnaie de référence internationale, n'est-ce pas? OK. Vous avez entendu, si vous allez regarder, le général de Gaulle, par exemple, 20 ans après ce phénomène, est sorti pour dire, mais écoutez, les États-Unis ont un avantage excessif, un privilège excessif par rapport à leur position du dollar. Au début de cette mesure, il avait été question, parce que quand vous prenez une monnaie pour dire quelle est la monnaie de référence, il faut déterminer quelle est sa valeur. Et la détermination qu'on avait donnée à l'époque, c'était par rapport à l'or. L'once d'or coûtait 35 $. OK? Et puis, c'était donc un dollar qui était convertible en or. Ce qui signifie que si vous avez du dollar, vous pouvez aller à votre banque et demander à votre banque, je voudrais que vous me donnez l'équivalent de mon argent en or. La convertibilité était acceptée, au début c'était à un pourcentage de 20%, je crois. Mais à un moment donné, lorsque les États-Unis se sont jetés dans des guerres à ne pas finir, ils ont fait la guerre de Corée, ils se sont jetés pour faire la guerre du Vietnam, les États-Unis ils continuaient d'imprimer les dollars. Parce qu'ils ont le pouvoir d'imprimer les dollars. C'est leur monnaie locale qui est en même temps la monnaie internationale et la monnaie de réserve mondiale. Ils ont commencé à imprimer sans limite. À un moment donné, ils ont constaté que le volume de dollars était tellement élevé qu'ils n'avaient plus assez d'or. Parce qu'il était question qu'il y ait l'équivalent en or déposé à la Banque centrale des États-Unis pour compenser. Parce que si, par exemple, aujourd'hui, vous, à Habib, vous avez 10 millions de dollars et puis vous dites, donnez-moi ça en échange, l'équivalent en or. Mais si le gouvernement n'a pas ça, on appelle ça un défaut de paiement. Donc, c'était à l'époque du président Nixon. C'était en 1971. Il a décidé de dire, les États-Unis n'ont plus les moyens de continuer à garantir, à baquer le dollar avec de l'or. Nous allons supprimer cette convertibilité et désormais, c'est la signature du Trésor américain qui garantit la valeur du dollar. Mais il a dit que c'était une mesure provisoire et temporaire. Mais cette mesure est devenue définitive. Et depuis lors, aujourd'hui, le dollar, pour vous montrer la différence, vous savez qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui, l'once d'or aujourd'hui? Ce qui était à 35 $ à l'époque coûte aujourd'hui près de 3 500 $. C'est pour vous montrer combien de fois le dollar s'est dévalué depuis cette époque de 1945 à nos jours. Et c'est un avantage que les États-Unis possèdent, qui est le principal avantage qui permet à l'Amérique d'être la première puissance économique du monde. Et cette puissance économique a fait de l'Amérique en même temps aussi la puissance militaire du monde. Et ces avantages permettent à l'Amérique d'aller sur le marché, de prêter de l'argent pratiquement sans limite. Parce que le jour que et puis quand ils prêtent de l'argent, ils s'endettent. Ils s'endettent à l'intérieur, ils s'endettent à l'extérieur. Ça veut dire quoi?
Il y a un mécanisme qui a été mis en place, qui est basé, c'est ce qu'on appelle le pétrodollar. Le pétrodollar, c'est que quand les Américains ont fait un deal avec les Saoudiens, au dire d'imposer au monde entier l'achat et la vente de pétrole exclusivement en dollars. Lorsque vous achetez le pétrole ou vous vendez le pétrole, vous gagnez des dollars. Et ces dollars sont obligatoirement réinvestis dans l'économie américaine à travers les achats de bons de trésor. C'est pour ça qu'on dit que l'Amérique vit à crédit en permanence. L'Amérique vit sur le dos des autres. Cet avantage, c'est un avantage que personne n'a, aucun pays ne peut prétendre l'avoir. Donc, ils prennent de l'endettement. Aujourd'hui, vous savez quel est le niveau de la dette des États-Unis? C'est près de 42 000 milliards de dollars. On ne parle pas de la dette. Il y a d'autres dettes qui sont à l'intérieur dont on ne parle pas. Aucun pays n'a cet avantage-là. Tandis que nous, quand nous nous endettons en dollars ou en euros éventuellement, mais nous devons travailler et prendre nos ressources pour rembourser. Voilà. Nous passons des dizaines d'années à payer seulement des intérêts. Et vous savez que il y a des dettes que nos pays africains ont contractées qu'ils ont remboursées déjà 2, 3 fois, 4 fois le montant de la dette. Et pourtant, le principal est là, on n'a toujours pas encore remboursé. Seulement les intérêts ont déjà dépassé 2 ou 3 fois le montant de la dette. Et puis, quand ils sont fatigués, ils viennent un jour et vous disent, on va vous faire une remise de dette. Et ça recommence. Donc, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Vous ne pouvez pas vous lever et dire, les États-Unis ont un niveau de... Les États-Unis peuvent avoir, même si vous voulez, 200% de leur produit intérieur brut. Leur capacité de s'endetter n'a rien à comparer à un petit pays comme le Bénin. Est-ce que je me fais comprendre? Mais oui, très bien même. Les amis, attendez d'abord. Hein. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Alors, déjà, ceux qui sont en commentaire, j'ai été clair au début du live. OK? Si vous n'êtes pas d'accord, je ne suis pas d'accord et vous donnez votre avis. Mais si vous tenez des propos désagréables, on va vous bloquer carrément du live. J'ai demandé qu'on vous mette en sourdine, mais une prochaine fois, je vais vous bloquer. Ouais, nous sommes plus de 4500 personnes. On ne va même pas vous bloquer et sentir qu'on a bloqué quelqu'un. Donc, soyez courtois. Alors, déjà, quand M. Rodriguez essaie de répondre à une question, il essaie de donner des illustrations. Si vous ratez des occasions comme ça pour apprendre, je ne sais pas à quel moment vous allez apprendre. Nous sommes jeunes. Et nous avons l'obligation de nous cultiver. Quand il y a des informations comme ça, on les note. On va chercher. On se cultive. Regardez la manière dont les Népal, ils parlent avec tellement c'est-à-dire tellement d'éléments. Vous n'avez pas envie d'être comme lui. J'ai envie d'être comme ce monsieur. Ils sont immenses, ces aînés-là. Ils sont immenses, ces aînés-là. Et imaginez, c'est des années de lecture, de recherche. Mais nous, on n'a pas envie d'être comme ça. On a envie de parler, je suis pas d'accord, je constate que tout va bien dans mon... Et puis c'est fini. On n'est pas cultivé. Quand on parle, on sent que c'est léger, c'est fou là quoi. Et même quand on a l'occasion d'apprendre, on estime que non, on est pressé. On n'a qu'à parler du Bénin. On te parle de l'histoire. Pourquoi nous avons le blanc aujourd'hui? C'est peut-être parce qu'il y avait le gris, il y avait le bleu. Et c'est la dissolution du bleu et du gris qui a donné le blanc d'aujourd'hui. Si tu ne sais pas ce qui s'est passé, comment tu peux comprendre ce qui se passe aujourd'hui? C'est notre défaut. C'est notre incapacité à apprendre. Hein? C'est ça qui nous pousse à être des pions, des spies, à être à la remorque parce qu'on a des carences. Et quand on a l'occasion d'apprendre, on ne rate pas. Moi, je suis très concentré sur ce qu'il dit. Et je note. J'enregistre. Voilà, c'est comme ça. Alors, on va évoluer, monsieur Rodriguez. Alors,
la dernière fois, vous avez parlé de l'état de l'opposition aujourd'hui sous le régime de Patrice Talon. Aujourd'hui, nous avons plusieurs aînés au sein de l'opposition. Nous avons plusieurs partis politiques et surtout le parti Les Démocrates qui aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, est la locomotive, hein, le parti qui a des députés à l'Assemblée nationale qui parlent au nom de toute l'opposition et qui draine donc tous les autres partis. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'animation de la vie politique dans notre pays, surtout du côté de l'opposition? Bon, écoutez, vous savez que... Je vais vous dire ce que je sais de ça. D'abord, il ne faut pas oublier que Parti démocrate, là, c'est moi qui ai créé le parti politique, j'ai déposé ça, j'ai déposé les papiers au ministère, j'ai mis Parti démocrate, ils ont refusé de me donner mes papiers. Mais après, Patrice Talon a jugé bon de donner à son ami Yaïbouni. Parce que je reviens sur cette question, ils sont des amis. Ne vous trompez pas. Les militants du Parti démocratique sont victimes d'une escroquerie. Je dis les militants sont victimes. Je distingue les militants de leurs dirigeants. Aux dernières élections législatives, c'est Patrice Talon qui a arrêté la liste des candidats des partis démocrates. Je dis et je le dis, j'insiste là-dessus. Des candidats ont été éliminés parce que ça ne plaisait pas au grand Manitou. C'est Patrice Talon, c'est lui qui a décidé de la liste. Mais tout le monde a compris que la foule est sortie, les populations sont sorties en quantité pour voter pour les démocrates. Les deux partis UP et BR ne pouvaient même pas avoir 20%. Au finish, c'est encore Patrice Talon qui a distribué 28 sièges à l'opposition, soi-disant, et gardé le reste. Vous savez, je vais vous donner une information. Vous savez très bien que Djogbenou était à l'Assemblée nationale quand Patrice Talon l'a piégé pour lui dire de venir, qu'il va le mettre à la tête de l'UP pour le préparer pour devenir président de l'Assemblée nationale. Non, il était plutôt, les amis, faisons attention, il était plutôt à la tête de la Cour constitutionnelle. Oui, il était à la Cour constitutionnelle. C'est pas ce que j'ai dit? Non, vous avez dit l'Assemblée nationale. Non, il était à la Cour constitutionnelle. On lui a promis de sortir de là-bas pour devenir président de l'Assemblée nationale après les législatives. C'est là où ils sont allés pour préfabriquer une alliance précipitée avec le PRD. N'est-ce pas? Oui. Mais Djogbenou n'a même pas été élu chez lui. Dans son propre quartier, il a perdu. Mais Patrice Talon savait, parce que Djogbenou, au début, ne voulait même pas être candidat à Cotonou. Il voulait être candidat dans son village. Mais Patrice l'a piégé pour lui demander d'être candidat à Cotonou parce qu'il savait très bien combien de fois le gars était impopulaire. Bref, lorsqu'ils ont terminé, c'est lui qui a choisi qui peut être député, qui peut ne pas être député. Ils se sont réunis chez Patrice Talon pour décider de comment ils vont composer le parti, le bureau de l'Assemblée nationale. Je vous donne l'information devant tout le monde. Patrice avait déjà préparé son plan. Djogbenou arrive et dans les discussions, dit comme il est le président du parti majoritaire, c'est naturel qu'il devienne le président de l'Assemblée nationale. Patrice Talon lui a dit, mais je ne veux plus entendre ça. Qui vous a dit que vous avez été élu? Qui vous a élu? C'est moi qui vous ai mis là où vous êtes.
Vous n'êtes même pas capable d'être élu dans votre quartier et vous voulez être président de l'Assemblée nationale. Lorsque le monsieur a quitté la réunion qui s'est tenue à la résidence de Patrice Talon, je crois qu'il marchait mais ne sentait pas le sol. Il avait l'impression qu'il volait comme un oiseau. Tout s'est écroulé sous ses pieds. Et c'est en chemin qu'il a reçu un coup de fil pour lui ordonner de démissionner. Il a démissionné de l'Assemblée nationale avant même d'être député. Et depuis lors, il a couru pour aller se réinscrire au barreau. Aujourd'hui, il se mord les doigts. Parce qu'on s'apprête à le débarquer, là. Parce qu'on lui avait promis la présidence. S'il a la chance encore prochainement pour être député, ce sera beaucoup pour lui. Que ce soit la mouvance, ce qu'on appelle aujourd'hui entre griffes la mouvance présidentielle. Vous avez vu un pays où un président de la République crée deux partis politiques siamois et en un le propriétaire à la fois et crée un troisième parti politique prétendument être de l'opposition qu'il manipule à sa guise. Je plains les Béninois dans notre majorité et je plains les militants des démocrates. Parce que c'est au lendemain de l'élection présidentielle de 2021, lorsque Patrice Talon voulait encore arrêter Yahya Boni, il a pris la fuite pour aller s'asseoir à Paris. Et c'est de Paris qu'il a négocié son retour à Cotonou. J'ai des précisions par rapport à ça. Et c'est dans ces négociations que Patrice Talon lui a imposé que si tu veux revenir, tu dois participer aux élections législatives de 2023. Mais à mes conditions à moi. Et ce sont ces conditions qui ont conduit à avoir 28 députés. Mais les 28 députés, c'est pour accompagner la mascarade électorale. Les militants sont motivés, les populations sont motivées, parce que les populations sont perdues. Elles ne savent pas où donner de la tête. Mais je parie, Yahya Boni veut les rassembler comme du bétail pour aller les livrer à Patrice Talon. Il n'y a pas d'opposition au Bénin. L'opposition est piégée. Les vrais opposants, on ne va jamais leur donner la parole. On ne va jamais les laisser s'exprimer. Je l'ai dit tout à l'heure. Si vous êtes aussi sûr de vous, vous croyez que Patrice Talon peut être candidat face à moi? Même si je dors, je vais le gagner. Il ne peut pas. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle Fagbé? Il ne peut pas. C'est un tricheur, il n'est pas un compétiteur. Mais aujourd'hui, le président de la République, Patrice Talon, a tellement impacté les Béninois. Il n'est pas président de la République. Il a volé l'élection de 2021. À partir de ce moment-là, je n'arrête pas de dire qu'il n'a pas gagné les élections. Il a volé les élections. Et quand on vole une élection, on n'est pas président. Il a pris ça. C'est un pirate. Vous savez, si vous prenez un territoire sous contrôle avec les militaires, vous êtes armés, vous êtes forts et autres, c'est la force, c'est la violence. C'est pas une élection. Mais quand vous dites que vous pouvez le gagner aujourd'hui à travers la voie des urnes, mais aujourd'hui, beaucoup de Béninois aiment Patrice Talon. Est-ce que vous pouvez faire le poids face à lui? Je sais que vous faites partie de ceux qui l'aiment, non? C'est ça, non? Non, je ne dis pas ça. Et les Béninois dans l'imagination, dans votre imagination, vous faites de l'ironie. Patrice Talon, il est mieux placé que vous pour ceux qui ne fait pas 10% dans l'électorat. Et s'il fait, il n'a qu'à tenter de faire une vraie élection. Vous savez, l'élection au Bénin aujourd'hui ne peut pas se jouer en tant qu'élection. Il faut déjà passer le cap de soi-disant parrainage.
Il faut passer le cap de la Sénat. Il faut passer le cap de la Cour constitutionnelle. Même si vous gagnez dans les urnes, vous ne gagnerez pas à la Sénat, vous ne gagnerez pas à la Cour constitutionnelle. Et puis, ça nous amène au niveau de nos forces de l'ordre. C'est eux qui constituent. Si vous quittez aujourd'hui le stade de Patrice Talon et sa fortune, les plus riches aujourd'hui au Bénin, ce sont les officiers supérieurs de l'armée et de la police, parce que c'est eux qui constituent le socle sur lequel Patrice Talon est assis, son pouvoir est assis sur la force et la violence. Vous êtes sûr que quelqu'un qui veut effectivement quitter le pouvoir dans 8 mois ou je sais pas combien de mois, il fait ce qu'il fait là pour aller chercher les opposants journalistes jusqu'en Côte d'Ivoire. Il casse, il rase les maisons, il rase les stades, il rase les trucs. Il a des projets pour 2036. Quand il a rencontré les jeunes là, vous l'avez pas entendu? Il faisait des projets de développement pour 2036, 2035 et autres. Vous n'avez pas remarqué ça, Monsieur Habib? Si vous devenez président, c'est le programme de Patrice Talon que vous allez exécuter? Non, mais pas du tout. Jamais, jamais. Donc, s'il parle, observez-le, analysez ses faits et gestes, et vous allez comprendre qu'est-ce qu'il veut. Et je lui lance le défi. Il est incapable de laisser le pouvoir volontairement, sauf si on le chasse. Et nous devons le chasser. Mais le président de la République, M. Patrice Talon, a plusieurs fois martelé qu'il laisse le pouvoir en 2026. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Est-ce que ça veut dire que vous ne croyez pas en son départ? Mais je ne peux pas dire mieux que ça, je ne crois même pas. Je crois qu'il ne partira que lorsqu'il est forcé de partir. Il peut vous déposer... Il a plusieurs options dans sa poche. En tout cas, il ne partira pas de lui-même. Mais, alors, nous sommes à quelques mois, hein, je dirais, à quelques pas des élections groupées générales de 2026. Et jusqu'à présent, voilà, on ne prend aucune candidature au sérieux. Oui. Voilà, justement, je voudrais savoir pourquoi aujourd'hui il y a cette incertitude, même si les gens déclarent leur candidature, hein, je ne dis pas qu'ils ne sont pas des gens sérieux, mais on se dit, bon, voilà, comment il aura le parrainage, comment il veut faire. Il y a cette incertitude, pourquoi? Le code électoral arrange que 2 personnes au Bénin. Patrice Talon et Yahi Boni, vous voulez dire? Ce n'est que les 2. Et quand Patrice Talon a rencontré les jeunes la dernière fois, il a dit ça à la présidence. Il a dit à Guy Mitokwe, si ce code n'existait pas, les démocrates seraient déjà en plusieurs morceaux. Donc, même dans la situation actuelle, il est en train de leur dire, vous êtes encore debout grâce à moi. Et vous croyez que sur ce point-là, il a menti? Il n'a pas menti. Donc aujourd'hui, celui qui donne le pouvoir en dehors de lui-même sa personne, celui qui donne le pouvoir à une deuxième personne de désigner éventuellement un deuxième candidat face au candidat du pouvoir, c'est encore Patrice Talon. Ils sont que 2. Si le pouvoir n'a pas choisi son candidat, qu'est-ce qui empêche l'opposition de choisir le sien? Mais de toute façon, ce serait une mascarade. Si on va aux élections avec ce code, avec ce 7 Sénat et avec cette Cour constitutionnelle, il ne faut pas se faire d'illusions. Et cette armée, la police, qui est là pour mater. Est-ce que vous savez que au Gabon, lorsqu'il y a eu les élections présidentielles qui ont conduit au coup d'État, le plan de Ali Bongo était d'envoyer
les militaires mater les populations pour imposer sa victoire. Il a fallu que ces mêmes militaires qui étaient chargés d'aller mater la population retournent leurs fusils contre Ali Bongo pour que le pouvoir de 50 ans s'écroule en 2 minutes. Patrice Talon est un individu. Il ne peut pas faire ce qu'il fait sans l'aide des soi-disant cadres intellectuels, les gars qui sont bourrés de diplômes, mais qui n'ont rien du tout dans la tête. Et puis, des personnes qui ont l'arme, qui ont le fusil, qui sont prêts à tout faire pour l'imposer. On tape aussi souvent, les amis. Dans ces 2 catégories de personnes, Patrice Talon va prendre la fuite. Il ne peut pas... Est-ce que vous le voyez prendre un bain de foule? Quand il veut prendre des bains de foule, ce sont des hommes que lui-même il place, à qui on distribue de l'argent, et on s'assure qu'ils n'ont rien sur eux. Et il vient vers eux, entouré de ses garde-corps, il fait semblant de ça. Il ne peut pas. Mais vous voulez dire que tous ces compatriotes qui applaudissent le chef de l'État chaque fois quand on finit les cérémonies du 1er août sont payés pour le faire? Bon, écoutez, il ne pèse pas dans l'électorat. Il ne pèse pas 5%. Il ne peut pas. Mais attendez, à moins que les gens soient des masochistes. Mais les personnes, ils ont vu ce qui est Patrice. Mais il y a des gens qui aiment Patrice Talon au Bénin. Il y a... Mais ceux dont les parents profitent du pouvoir. Vous savez très bien que les enfants de ministres qui gagnent plusieurs dizaines de millions par mois. Vous voyez ceux qui, quand on vous dit qu'il y a des scandales financiers, quand on vous dit qu'on est en train de surfacturer, il y a eu des milliards qui ont été décaissés pour soi-disant faire les rénovations de stades qui n'ont jamais été certifiés. J'ai appris qu'on vient encore de rejeter la certification du stade de Cotonou, non? Bon, on n'est pas un scandale près au Bénin. On est en train de construire l'Assemblée nationale, un nouveau bâtiment. Le budget est déjà multiplié par 4 ou 5. Et bon, quand il y a tout ça là, il y a des gens qui profitent de ça. Ceux-là, ils sont là. Ils sont prêts à mourir pour ne pas perdre le pouvoir. Il y a des privilégiés. Ben, ils sont combien par rapport à la population? C'est de ça qu'il s'agit. La population qui souffre, les travailleurs qui souffrent. Vous voyez aujourd'hui, n'oubliez pas que c'est les syndicats que Patrice Talon a pris en otage. C'est à partir de la bourse du travail qu'il organisait comment vous appelez ça? Les mercredis rouges. Les mercredis rouges, où les hommes se promenaient en rouge. Et puis c'était des agrégés en droit, des professeurs, les Jogbenou et autres là, qui étaient des chouchous des étudiants. Bon, quand ils ont eu le privilège de prendre le pouvoir, ils nous ont inventé un autre droit, on dirait des menuisiers. Le certificat de conformité, quitus fiscal. Patrice Talon n'a jamais payé d'impôts. C'est lui aujourd'hui qui impose le quitus fiscal aux gens. Vous savez que jusqu'à l'heure où on parle, on n'a pas encore laissé la main libre pour avoir le quitus fiscal pour pouvoir participer aux élections. Ça va encore se passer comme en 2023. Des gens vont avoir même leur certificat en main, ils ne pourront pas être sur la liste. Si quelqu'un veut aller donner la bénédiction à la mascarade, la personne va participer aux élections. Sinon, il n'y a pas d'élection. Mais s'il n'y a pas d'élection, Talon risque de rester au pouvoir à vie. En tout cas, c'est son intention. Alors, on va respirer un peu. Les amis, faites beaucoup attention dans les commentaires. Il y a un autre modo qui vient de faire son entrée dans le live, lui, bloque seulement, ok? Il s'agit de Extracteur. Vous avez déjà été plusieurs fois. C'est-à-dire, il a déjà bloqué plusieurs personnes. Faites attention, s'il vous plaît. Restez, ayez de retenue. Ok? Mickey Klein. Soyez courtois dans les commentaires. Vous pouvez ne pas être d'accord, c'est votre droit. Je ne suis pas d'accord. On ne va pas vous bloquer pour ça.
Mais si vous insultez, on va vous bloquer. Ok, Mickey Klein. On tapote sur moi. Les gars, on tapote sur moi. Mais tapoter le DJ Mickey Klein. Mais les renforcer, là, pour cadeau pour leur m'a hésité. Merci. Je rappelle que nous recevons, nous sommes en entretien avec, dans un entretien avec Monsieur Martin Rodriguez. Nous parlons de l'état de droit, de la politique, des libertés individuelles et collectives et de la démocratie dans notre pays. On va aborder aussi tout à l'heure la question de l'agriculture, ok? Et peut-être on va parler des dettes. On aura d'autres émissions avec lui et avec d'autres figures de l'opposition. Ici c'est l'opposition, hein, vous avez compris. Voilà, ici c'est l'opposition. Mais n'empêche qu'on reçoive aussi les gens de la mouvance, hein, pour poser des questions ou pour faire des débats, hein, contradictoires avec certaines figures de l'opposition. Alors je suis avec mes camarades qui font le combat au quotidien avec moi ici. Et j'ai le Russe qui est là, j'ai Armand qui est là, j'ai Geoffroy, j'ai Madame Coty, j'ai Faux Eman qui est aussi là. Et j'anime cette émission justement avec mon cher ami Biafrica qui fait un gros boulot, ok, pour rétablir, hein, pour le rétablissement de l'ordre, de la liberté, des acquis démocratiques dans notre très cher pays, le Bénin, à travers ses chaînes TikTok et surtout YouTube. Merci beaucoup d'être avec nous. Si Monsieur Rodriguez est là, je vais aborder je parlerai du dernier pan de cette question. C'est concernant les prisonniers politiques et les exilés politiques aujourd'hui. Nous avons constaté que la liste, hein, des exilés politiques ou encore des prisonniers politiques, la liste a connu de nouvelles personnes, je dirais. Ok, il y a de nouveaux qui se sont ajoutés à cette liste d'opposants en prison, d'opposants en exil. Qu'est-ce que Monsieur Martin Rodriguez pense de l'affaire de tentative de coup d'État, ok, qui aujourd'hui a conduit l'ancien ministre de la Jeunesse, Monsieur Odouard Khomeki, et le numéro 2, celui qui était considéré comme le numéro 2 du Bénin, Monsieur Olivier Boko. Qu'est-ce que Monsieur Martin Rodriguez pense de cette affaire? Je ne pense pas qu'il y a eu de... Vous m'entendez? Ouais, voilà. Je ne pense pas qu'il y ait eu de tentative de coup d'État. Je pense plutôt que, voilà, il fallait éliminer les prétendants au trône. Et puis, tout ce qu'il y a comme accusation était bonne, quoi. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. De rage. Bon, parce que, on parle de tentative de coup d'État, on n'a même pas vu un couteau en plastique. J'ai pas dit un revolver, même un petit couteau en plastique qu'on prend pour donner aux gens désormais dans l'avion, là, on n'a pas trouvé ça. Mais c'était M. Tevoye qui devait recevoir les sous, organiser sa base pour prendre le pouvoir. C'était ce qui était prévu. Oui, mais souffrez que je ne crois pas à un seul mot de ça. Avec toutes ces preuves, avec tout ce qu'on a découvert dans le véhicule
de M. Romeki. Je vais vous parler de preuves. Vous savez, quand il y a eu le général Gueye qui a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire, et j'ai un ami qui est un industriel qui avait commencé à financer des gars de l'opposition contre le général Gueye. Et il l'a fait convoquer dans son bureau. Et le gars est venu, et puis le monsieur constate que il y avait un autre qui était aussi convoqué, qui était déjà dans le bureau avant son arrivée. Et qui est cet autre-là? C'est son avocat, qui est docteur en droit. Et le général lui dit, mais je t'ai appelé ici pour te dire que tu dois arrêter de faire ce que tu fais. Parce que si tu continues de donner de l'argent aux opposants contre moi, ça va mal se passer pour toi. Et lui dit, je n'ai rien à me reprocher, vous n'avez rien contre moi. Donc, on ne peut pas me dire ça. Et le général Gueye qui lui dit, oui, c'est justement pour ça que j'ai convoqué votre ami, qui est docteur en droit. Et il dit, expliquez à votre client et ami que si on cherche, on va trouver. Parce que si on ne trouve pas, on va fabriquer. Vous voyez? C'est pour vous dire quoi? Depuis que le régime de la rupture est là, vous avez vu un seul procès où l'État a été condamné au Bénin? Mais même toutes les fois, hein. Attendez. On a retrouvé 18 kg de cocaïne pure dans le conteneur du président Sembassi à Djavon. On n'a jamais su qui a changé les plombs. Mais tout le monde sait que la veille, la nuit, le conteneur a été déplacé de sa position de l'aire d'empotage ou de dépotage. On l'a amené à la gendarmerie du port. Il y a eu manipulation et on est revenu déposer ça. Si c'est un pays où il y a la justice et le droit, il n'y aurait jamais eu d'affaire de 18 kg de cocaïne au Bénin. C'est ce pays-là que vous voulez me dire, dans ce pays-là, qu'il y a eu coup d'État. Et pourtant, est-ce que vous savez, beaucoup de gens confondent. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui a envoyé Patrice Talon en exil, à votre avis? C'est cette histoire d'association, hein, de malfaiteurs dont le but est d'assassiner le président Yahi Boni. Non. C'est faux? Non, c'est pas. En fait, il y avait eu en 2012 une affaire d'encaissement de chèques à plusieurs points. Donc, c'est comme s'il y a un système où on allait encaisser le même chèque au trésor et ou bien à Ila qu'on dit un peu partout. Je pense que c'est dans cette affaire-là que... Ok, merci Biafrika, mais je voudrais que monsieur Rodriguez puisse nous expliquer pourquoi le président Patrice Talon, bon voilà, le citoyen Talon, monsieur Talon était obligé de quitter le Bénin pour se retrouver en exil. Vous savez que quelques jours, quelques semaines avant cet incident qui a conduit à sa fuite, il avait déjà séjourné 48 heures au commissariat central pour une affaire de 12 milliards encaissés au ministère des Finances indûment par rapport aux subventions des intrants agricoles. Parce qu'il y avait un système, un mécanisme de fraude, de subventions que lui et Yahi Boni se partageaient depuis l'arrivée de Yahi Boni au pouvoir. C'est quand ils ont commencé à se battre pour un troisième mandat que Yahi Boni a décidé de se retourner contre lui. Et le dernier encaissement de 12 milliards qu'on lui a payé alors que Yahi Boni ne voulait pas qu'on le paye. Et Yahi Boni l'a fait arrêter. Il a passé 48 heures au commissariat central. Vous vous rappelez de cet épisode? Oui. C'était le commissaire
Rondéon qui était au commissariat central. Et puis, juste après ça, puisqu'ils ont beaucoup de dossiers, ils ont beaucoup de casseroles ensemble, les deux. C'est pour ça qu'il y a un mécanisme qui est mis en place, entre parenthèses, qui fait que depuis 2006, le Bénin est gouverné par deux individus, Patrice Talon et Yahi Boni. Les deux s'entendent pour faire un jeu de rôle. Si ce n'est pas toi qui contrôle le pouvoir, il faut que ce soit moi, pour qu'on se protège mutuellement. Donc, après cet incident de commissariat central, il y a eu l'affaire de PVI, où Patrice Talon, comme dit M. Jossou, encaissait les mêmes montants, soi-disant, dus aux prestataires qui étaient Bénin Contrôle. On encaissait plusieurs fois les mêmes montants. Mais il y avait eu, jusqu'à aller encaisser de l'argent liquide au bureau de la douane, port. De quoi on parlait de 3 milliards 500 millions en liquide. Qu'on a mis la pression sur le chef caisse de la douane. Les douaniers sont sortis pour dénoncer cela. Vous vous rappelez qu'au lendemain de la fuite de Patrice Talon en France, il y a eu celui qui est aujourd'hui le patron des syndicalistes de la douane. Il y a eu le général... C'est là où? Oui, il y avait eu le général Charles... comment il s'appelle? Il y a eu plusieurs officiers de la douane qui sont sortis, ils ont fait une conférence de presse, ils ont expliqué comment Patrice Talon est allé chercher de l'argent qu'il ne devait pas prendre. Je crois que c'est 3 500 000 en liquide, dans des sacs de jute. Il est parti avec. Et Yahi Boni a demandé, arrêtez-le. Selon lui-même, Patrice Talon, il dit non, que c'est de l'argent qu'on lui a payé, un trop perçu, et que c'est lui-même qui a écrit pour dénoncer qu'on lui a donné un trop perçu. On vous a donné un trop perçu que vous-même vous êtes allé chercher en liquide à la douane. C'est à ce moment que Yahi Boni dit, allez-y le chercher. Cette fois-ci, mort ou vif, selon Patrice Talon, dans sa conférence de presse. Et c'est là où l'entourage de Yahi Boni, qui étaient tous des gens qui travaillaient pour Patrice Talon, parce que c'est là où je vous disais plusieurs fois que les 10 ans de Yahi Boni n'était pas le vrai président du Bénin. Le vrai président du Bénin, c'était Patrice Talon. Il contrôlait le pouvoir de A à Z. C'est pour ça que ça a été très facile pour lui de récupérer l'ensemble de tout ce qui avait comme entourage de Yahi Boni pour les prendre avec lui au moment des élections 2016. C'est pour aller le chercher par rapport à cette affaire de 3,5 milliards qu'il a dû rentrer dans le coffre d'une voiture que sa femme aurait conduit pour aller le livrer à Mathieu Adjovi, qu'il a conduit à traverser la frontière en se déguisant en femme pour aller prendre son avion au Nigeria et se retrouver en France pour dire qu'il était un exilé. C'était une fois en France qu'il a organisé une tentative de coup d'État qui a conduit son cousin en prison et le spécialiste de... Comment vous appelez l'autre commandant qui était patron de renseignement. De renseignement, monsieur... Pilizoman. Monsieur Voilà. Confil. Il a conduit ces deux-là en prison. Et c'est quand ce coup-là a échoué, je connais même, il y a un proche de Patrice Talon qui m'a dit « Oh, mais nous avons juste commis l'erreur de laisser le discours qu'on devait prononcer le jour du coup d'État dans la maison de Dayon. Et puis, on l'avait trouvé aussi avec une quantité d'argent qui devait servir à payer les militaires. C'est notre erreur. Mais, encore, c'est Yahi Boni seul qui a le secret de ces trucs. Malgré toutes ces évidences, il n'a pas pu établir qu'il y avait vraiment une tentative de coup d'État. Puisque après, quand il y a eu le dossier de tentative d'empoisonnement, quand le coup d'État a échoué, il y a eu le dossier de tentative d'empoisonnement, où Patrice Talon a eu la force de corrompre l'entourage de Yahi Boni, son médecin personnel et sa nièce, pour transformer son médicament en poison. On a fabriqué en Israël les pilules
Les médicaments que Patrice Yahi Boni prenait tous les jours, on a mis là-dedans du poison pour lui administrer cela. Et ce qui a sauvé Yahi Boni, c'est que sa nièce a commis l'erreur de partager cette information avec son petit copain, un Libanais, qui allait dire ça à un des gardes du corps de Yahi Boni, monsieur Capochichi, je crois, qui a fini par l'emmener chez le fils du président. C'est comme ça que le complot a échoué. Donc, voilà des vrais faits de coup d'État. Voilà des vrais faits de tentative de déstabilisation. Mais celui-là, il a fait tout ça. Après, il a eu... il était en France, il s'est retrouvé sans papier en France. Mais je vais vous donner une information capitale par rapport à ça. Est-ce que vous savez que Patrice Talon était en France, il n'avait pas de papier, il ne pouvait pas voyager. Il n'avait pas de passeport. Le président français était prêt à le bloquer en France pour qu'il ne quitte pas. Pour qu'on termine les élections au Bénin avant qu'il ne rende les élections 2016. Monsieur Habib, vous savez qui a fait rentrer Patrice Talon au Bénin? Non. Je vais vous étonner. C'est Yahi Boni. Quand le président Hollande donnait rendez-vous au président Yahi Boni, viens me voir. Qu'est-ce que je fais de ton colis? Il dit non, attendez, je viens, je vais passer. Il a rendez-vous à 9h le matin. Il téléphone à l'ambassade la nuit, il dit donnez-lui un laissez-passer pour qu'il quitte le territoire. Parce que ils sont complices. Les Béninois sont dans un emballage. Mais Monsieur Rodriguez, comment quelqu'un qui a tenté de te tuer, tu favorises son retour au pays, voilà. S'ils sont complices, pourquoi avoir tenté d'assassiner? Voilà, parce que ça ne se comprend pas, justement. Le président Abdou Diouf, vous savez que le président Abdou Diouf a été désigné pour être médiateur dans l'affaire de l'empoisonnement pour trouver une solution. Vous savez ça, non? Mm-hmm. Vous connaissez le fameux pardon du président Yahi Boni à l'endroit de Patrice Talon et de tous ses complices? C'est lui qui a pardonné. Même lui, jusqu'à ce que Yahi Boni sorte pour prononcer le pardon, il n'était pas au courant. Le vrai patron entre Patrice Talon et Yahi Boni, c'est Patrice, c'est pas Yahi Boni. Même quand Yahi Boni était président. J'ai déjà dit la dernière fois sur la chaîne de M. Djossou, Yahi Boni nommait des ministres qui viennent en conseil des ministres, il leur demandait vous êtes qui? Parce que lui-même ne connaît pas qui l'a nommé. Ça vous étonne? Non, ça ne nous étonne pas parce que voilà, ils ont partagé le pouvoir. Non, ils n'ont pas partagé le pouvoir. Parce que vous ne pouvez pas être président d'un pays après avoir été banquier pendant Yahi Boni a été banquier pendant des décennies. Il a fait la BCAO. Après, il a fait BOAD. Avant ça, il a été conseiller du président Soglo pendant des années. Il devient président de la République. Il prend 10 usines, les 10 seules usines qui appartiennent à l'État béninois, il donne ça à Patrice Talon. En plus des 3 que Patrice Talon avait déjà pris de force chez l'État au temps du président Soglo. Ça fait 13. Il arrache les usines des privés. Il a le monopole de tout l'outil industriel. Les gars, ne bloquez plus, s'il vous plaît, ne bloquez plus. Misez le soudine, mais allez-y. Dès que Yahi Boni a pris le pouvoir en 2006, les premiers jours, il a signé 3 décrets. J'ai les 3 décrets avec moi. Les 3 décrets ont consacré le monopole de Patrice Talon sur toute la filière agricole. Depuis la semence jusqu'à l'importation des intrants, la distribution, la production agricole, l'usinage et tout. Il a tout. Ça, c'est le deal pour le premier mandat. Pour le deuxième mandat, il lui donne la douane, le port, l'aéroport. Vous êtes sûr que les deux partageaient le pouvoir ou bien le vrai patron, c'était lui, hein? Le vrai patron, c'était pas Yahi Boni, hein?
Après, je l'ai entendu me dire, ah, il a foutu mes 2 mandats en l'air. J'ai dit, mon frère, tu n'avais pas de mandat. Donc, quand moi j'ai des amis qui sont membres du Parti démocrate qui me contactent, oui, il faut nous soutenir, je dis, je n'ai aucun problème. Mais le problème que vous avez, c'est Yahi Boni. Il va vous livrer à l'abattoir. Alors, lorsque vous parlez du régime, de la gouvernance, je suis d'accord aujourd'hui que ça ne va pas dans notre pays. Mais les gens ont l'impression que c'est parce que vous avez un problème personnel avec le régime, que vous êtes frustré, vous êtes jaloux de Patrice Talon. Que répondez-vous à ces personnes? Bon, ça c'est les interprétations. C'est comme une religion. Hein. Vous pouvez... tout le monde dit, on croit en Dieu. Mais chacun dit, moi je crois en Dieu, mais c'est à travers Jésus-Christ. L'autre dit, je crois en Dieu, c'est à travers Mahomet. L'autre dit, je crois en Dieu, c'est Abraham, je suis juif. L'autre dit, bon, je suis bouddhiste et autres. Franchement, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Les gens sont libres de leurs interprétations. Quand vous me regardez, malgré tout ce que j'ai subi là, j'ai la tête de quelqu'un qui a le temps d'être jaloux de Patrice Talon. Patrice Talon, quand Patrice Talon va au lendemain de son élection, il va en France et il explique dans son premier discours à l'Élysée, le Bénin est un pays de désert de compétences. Qu'est-ce que vous comprenez par ça? Vous savez ce qu'il voulait dire? Non, il dit que le Bénin ressemble à un pays, à un désert de compétences. Il dit que le Bénin est, il a affirmé. Il ne ressemble pas. C'est un désert de compétences. Est comme un pays, est comme un désert de compétences. Est comme. Okay. Et puis il demande qu'on lui donne de l'expertise pour gérer le Bénin, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi il a dit ça? Il dit ça parce qu'il sait qui il est. Moi, j'ai pillé ce pays. J'ai fait tout ce que je voulais. J'ai tentative de coup d'État. J'ai pris l'argent en liquide dans les sacs. Je suis rentré dans un coffre. J'ai fait le mur. J'ai volé. J'ai tenté d'empoisonner. J'ai fait tout ça. Et ils n'ont trouvé personne d'autre à mettre au pouvoir que moi. Ils sont pas compétents. Et pourtant, il y avait des professeurs d'université, des docteurs. Quand vous voyez Patrice Talon s'asseoir à la présidence, la dernière fois avec les jeunes, il a des cadres qui sont des gens qui sont chevronnés. Biochane était directeur Afrique, le Fonds monétaire international. C'est des gens comme ça qui sont assis derrière lui. Devant eux, il fait preuve de médiocrité. Il se promène, il raconte tout et n'importe quoi. Et ils n'ont pas le droit d'ouvrir la bouche et de dire une seule parole. Quand j'ai rencontré Patrice Talon à la présidence, j'ai fait 4h30 avec lui. Il n'y avait que lui qui parlait. Il n'y avait que lui qui parlait. Cette rencontre nous intéresse aussi dans cela. Nous avons remarqué que, je pense que c'est juste après l'an 2 de Patrice Talon, vous avez été invité Non, c'est la première année. Voilà. L'an 1 de Patrice Talon. Je crois même que c'est en 2016. Hein. Vous avez été invité au palais et puis vous êtes sorti satisfait selon les journaux. Alors vous vous êtes dit quoi et qu'aujourd'hui ça n'a pas marché, vous êtes obligé de ne pas être d'accord. Satisfait. J'ai déjà expliqué la dernière fois dans le live de Monsieur Djossou comment ça s'est passé. Alors, Patrice Talon m'a amené là-bas juste parce qu'il voulait mes affaires, il voulait mon usine, il voulait mon hôtel. Et quand je me suis opposé à lui, il a dit bon voilà que je vais payer le prix quoi. Mais vous savez quand je suis sorti de cette audience-là, j'ai dit la dernière fois, on m'a dit que normalement c'est une rencontre qui ne devait pas être une rencontre officielle, c'est une rencontre privée, secrète, soi-disant. Mais en voulant sortir, Patrice Talon me dit, ah, les journalistes attendent à la porte.
Et le Premier ministre ivoirien me dit, hey, ce que tu as fait à l'intérieur là-bas, là, faut pas faire ça dehors ici. Hein. Si tu fais ça, c'est avec le président Ouattara que tu as fait cette fois-ci. Donc moi, je m'étais déjà battu 4h30 à l'intérieur. Moi, je ne fais pas les combats inutiles. Ça ne m'intéressait pas. Je lui ai dit, bon, écoutez, je vais utiliser les toilettes. Et puis quand je suis revenu, il dit, bon, ben, ok, c'est bien, on s'est rencontrés, on a parlé. On a parlé effectivement de mes investissements qu'il y a déjà dans le pays. On a parlé de mes investissements à venir. Et il a fait croire au Premier ministre que bon, voilà, il va me laisser continuer mes investissements dans le pays. C'est ce qu'il a dit ce jour-là. C'est ce qu'il a fait croire. Donc, mais il a commencé à poser des conditions. Et puis, le lendemain, après cette rencontre, j'ai continué à recevoir plus de conditions. Si vous voulez faire telle chose, vous devez donner de l'argent, vous devez... c'est pas... Vous savez, quand on ne veut pas que vous... Vous dites que le président a essayé de vous corrompre? Me corrompre, moi? Il vous a, C'est une forme de corruption. rançonné, vous dites? C'est une forme de corruption si vous dites à... La corruption, là, c'est quoi? C'est quand vous prenez l'argent, vous mettez dans la poche, c'est pas ça seulement qui est la corruption. Si on me demande, par exemple, que il faut que j'amène tel montant d'investissement pour faire la rénovation de mon hôtel, que je dois remplir telle condition avant et tout ça, là, en même temps, on prend les mesures, on a commencé à prendre des décrets pour annuler mes autorisations, pour faire les travaux de la rénovation, l'extension et tout ça, là. C'est contradictoire à tout ce qui avait été discuté, non? N'est-ce pas? Vous appelez ça quoi? C'est pire que la corruption. C'est du crime organisé. Vous voyez? C'est pire que la corruption. C'est ça? Alors, donc, vous voulez dire que cette rencontre, en réalité, vous n'étiez pas sorti satisfait? J'avais l'impression en sortant que on s'était compris, si vous voulez un peu. Parce que 4h30 de discussion, c'est le Premier ministre ivoirien qui a dit, bon, Monsieur le Président, laissez-nous, on va discuter avec vos ministres et autres là, et puis on pourra revenir avec des propositions. Mais Patrice Talon ne voulait pas entendre parler de ses ministres, c'est lui-même qui doit diriger les débats. Et puis bon, on devait poursuivre les discussions. Est-ce que vous savez que je suis revenu une deuxième fois à Cotonou? C'était pas la seule fois. Hein. Alors, aujourd'hui, on a entendu que l'hôtel Sheraton n'était pas entièrement à vous et que l'État avait des parts. Non. L'État a vendu, j'ai payé cash. J'ai pas payé en tant que Martin Rodriguez, j'ai payé en tant que société suisse. J'ai payé cash. Les preuves sont là. Je ne suis pas gestionnaire, je suis propriétaire. Ok. Alors, on l'a rasé. Moi, j'ai pas pris, on n'a pas fait un accord avec moi pour faire ça. Hein. Et par rapport à votre industrie de Niki, je pense bien, comment ça a été fait cette expropriation? Il faut poser la question à Patrice, comment il fait, c'est un magicien. Est-ce que vous avez été dédommagé? Non, moi je n'ai pas eu un franc. J'ai pas eu un sou. Mais je suis pas le seul personne, la seule personne au Bénin qu'on a exproprié depuis qu'ils sont là. Et je crois qu'ils continuent d'ailleurs. Ok. Alors, je vais laisser Monsieur Biafrika. Tu vas aborder la dernière question. On ne va pas parler des dettes aujourd'hui. On va faire un autre live, une autre émission avec Monsieur Rodriguez certainement pour parler des autres questions. Je te laisse le crachoir, vas-y.
Ok, merci beaucoup Habib, et merci à Monsieur Martin. Si tu as d'autres questions concernant les libertés, la démocratie dans notre pays, tu peux les poser. Hein. Oui, oui, bien sûr. Peut-être je vais profiter pour dire à tous ceux qui nous suivent là, s'ils ne sont pas abonnés à ma chaîne Biafrica Web TV, de profiter pour s'abonner aussi. Et puis Habib l'a rappelé tout à l'heure aussi, j'ai ma plateforme YouTube où je mets des vidéos beaucoup plus longues. Donc, vous pouvez vous abonner un peu partout si vous êtes intéressé par l'actualité politique béninoise. Donc, il y a des éléments qu'on a déjà survolés depuis le début du live. Donc, on va juste revenir sur ça pour quelques précisions, surtout dans le domaine agricole. Vous l'avez dit tantôt que vous avez essayé d'amener une usine de fabrication d'engrais qui est bloquée jusqu'à présent au port. Vous avez parlé aussi de la production des semences certifiées pour augmenter les rendements. Est-ce que les gens vous ont expliqué pourquoi vous n'avez pas eu tous les agréments, toutes les autorisations nécessaires pour construire ces usines-là et puis faciliter la vie, si on peut le dire comme ça, à nos producteurs agricoles? Bon, je vais aller vite parce que, bon, usine de semences. Quand vous amenez de la semence sélectionnée que vous pouvez augmenter les rendements, qui c'est une semence déjà protégée par des produits, on appelle ça en anglais acid deleting plant. C'est de l'acide antibiotique et anti-pesticide qui protège déjà la semence et autres là. Vous allez utiliser moins d'insecticides, moins d'engrais, vous allez avoir plus de rendement. Donc, quand vous parlez de moins d'insecticides, moins d'engrais, vous touchez aux intérêts de qui? Patrice Talon. La mafia d'importation et distribution d'intrants se sont jetés là-dessus. Vous savez que j'ai amené l'usine. Je me suis retrouvé un jour, je reçois une convocation un jour de la gendarmerie pour brigade de recherche. Je vais là-bas, on me dit ouais, que voilà, on vous a convoqué ici parce que vous êtes le promoteur d'une usine de semences. J'ai dit oui. Qu'est-ce que c'est ça que la gendarmerie veut traiter? Donc, eux, ils veulent traiter un aspect de ça. Ils ont un dossier ici de la part du procureur de la République. Et quel est l'objet? Ils veulent savoir comment j'ai fait le montage financier. Et pour eux, le montage financier, c'est que j'ai amené un financement à un taux d'intérêt très élevé, un taux usuraire. Et que quand l'usure est punie par la loi, c'est un crime pénal, je dois aller en prison. Je suis allé le premier jour, on m'a interrogé sur le montage financier. C'est un montage de 7 millions de dollars. On parle de 1997 ou 98. Ça, c'est sous le président Kérékou. Oui, le président Kérékou était là. Oui, ok. Oui, le président Kérékou était là. Et puis, on me soumet à des interrogations pendant plusieurs jours. Et le patron des gendarmes, lui-même, il me regarde et puis il dit, mais je ne sais même pas pourquoi vous êtes ici. Hein. Je dis, vous ne savez pas pourquoi je suis là? Il me dit non. Il dit, mais c'est vous qui me convoquez? Et le gars, il soupire. Quand je dis ça, c'est comme s'il perd le souffle, quoi. Parce que à chaque fois que je suis là, il recevait plein de coups de fil. En fait, les gens attendaient qu'on signe un mandat de dépôt pour m'envoyer en prison. Mais le gars n'arrive pas à boucler un PV pour m'envoyer en prison. Et puis, il y a un de ces gendarmes un jour qui m'appelle, le troisième jour, un truc comme ça, il m'appelle et puis de côté, je suis encore venu répondre à la convocation et puis il me demande, est-ce que vous connaissez Monsieur Patrice Talon? Je dis oui.
est-ce que vous avez un problème avec lui? Je dis non. Il dit, votre problème vient de là-bas. Allez-y chercher vers là-bas. Je dis quoi? Elle dit oui. Écoutez bien, hein. Je suis resté, j'ai accueilli ça de façon, ça a été un choc, en même temps j'étais froid. Et puis j'ai donc pris les mesures qu'il fallait pour mettre aussi la pression. Et le gendarme a été obligé d'envoyer son rapport au procureur, sans me déférer. Et le procureur a envoyé ça à un juge d'instruction. Donc mon dossier a été mis en instruction. Mais je n'avais pas été déféré. Et pendant cette période, on avait un séminaire autour de la filière agricole, la filière coton. Ça se déroulait au PLM à Lédio. C'est un séminaire qui devait durer pendant une semaine. Et pendant cette semaine, quelqu'un est devenu mon meilleur ami au monde. C'était Patrice Talon. S'il veut faire n'importe quoi, ah oui, il faut appeler Rodriguez. S'il veut n'importe quoi, ah oui, oui, il veut sortir, ah, est-ce que tu peux monter avec moi, on va partir ensemble et autres là. Mais je l'ai regardé pendant une semaine. C'est au bout de la semaine quand on a fini, et je lui ai demandé, pourquoi tu veux me mettre en prison? Il dit, mais tu parles de quoi? Je dis, ton dossier que tu as envoyé au procureur qui m'a emmené à la gendarmerie. Il me regarde, dit, comment tu as fait pour savoir? Je dis, tu me prends pour un mouton? Il dit, ah non, mais vraiment, je dis, écoute-moi bien. Tu es sur un dossier en Côte d'Ivoire. Je vais te bloquer là-bas. Tu ne vas pas faire un pas. Le dossier que tu as déposé au tribunal contre moi, toi-même vas annuler ça. Il voulait me prendre à la légère. Le dossier qui était en Côte d'Ivoire, c'était la privatisation des usines de grainage de coton en Côte d'Ivoire. C'était avec mes associés suisses avec lesquels j'ai monté mes usines au Bénin. Les gars l'ont appelé et lui ont dit, le dossier de Cotonou là, si tu ne débloques pas ça, il y a un veto ici, tu ne peux pas bouger. Et c'est là où Patrice Talon court vers moi. Dans une seule matinée, il m'a appelé 12 fois. Quand j'ai fini par décrocher, je dis, qu'est-ce que tu veux? Il dit, il faut qu'on se voit. Et qu'on se voit où? On se rencontre, Patrice m'amène chez son avocat. Devant moi, le gars explique tout le montage qu'ils ont fait pour m'envoyer en prison. Paix à son âme, c'est Maître Machifa. Quand on est arrivé, le monsieur priait. Je lui ai demandé, vous connaissez Dieu, vous? Quelqu'un qui connaît Dieu fait ce que vous faites là? Mais, Monsieur Rodriguez, ce qu'on ne comprend pas, on a dit que c'était sous le président Kérékou. Comment se fait-il que une initiative qui va dans l'intérêt des populations, et il y a un citoyen qui vous empêche d'aller de l'avant, et le gouvernement n'a rien fait pour vous protéger? Oui, c'est ça le général Mathieu Kérékou. Ce qui se passe aujourd'hui, divisé par 1000, ne s'est pas passé sous le général Kérékou. Et pourtant, tout à l'heure, M. Habib a dit qu'on a dit que le président Kérékou était un despote, un dictateur, un sanguinaire, n'est-ce pas? Sous le général Kérékou, vous pouvez manger avec lui matin, midi et soir. Si vous avez un problème, vous devez aller le régler comme tous les citoyens du monde. Il n'intervient pas. C'est ce que nous observons aujourd'hui au Bénin.
le général Kérékou n'intervenait pas. Et s'il est au courant, il va vous dire, débrouillez-vous, mais vous allez servir d'exemple. Comment je peux être avec le général Kérékou? J'ai construit mon usine à Niki. J'ai fini de construire mon usine, on a refusé de me donner du coton. Il m'a soumis au même régime que ceux qui ne le connaissaient pas ou ceux qui étaient ses opposants. Les opposants du général Mathieu Kérékou étaient beaucoup plus servis que lui. Normalement, quand Kérékou venait au pouvoir, Patrice Talon était censé être son opposant. De sa propre bouche, il m'a dit, Patrice Talon m'a dit, j'ai gagné plus d'argent sous Kérékou que je n'ai gagné sous Soglo. J'ai répondu à votre question? Oui, oui, mais bien sûr, monsieur Rodriguez. Il n'y a pas de favoritisme avec lui. Vous pouvez voir comment ses propres enfants... Vous avez vu combien de fois il a donné des marchés à ses enfants? Combien de fois... Aujourd'hui, là, quelqu'un m'a dit la dernière fois que oui, le milliardaire, le jeune milliardaire au Bénin, c'est Lionel Talon. Mais combien de milliardaires des enfants de Kérékou il y a dans la famille Kérékou? Non! Oui, toujours dans le domaine agricole, au cours des, on va dire bientôt, des 10 dernières années, on a vu que le Bénin a fait quand même un grand progrès dans la production de coton. Est-ce que c'est pas à mettre à l'actif de Patrice Talon? Bon, écoutez, comme c'est lui qui est le jour et la nuit, c'est lui seul qui annonce la pluie, qui annonce le vent, qui annonce la tornade. Quand on a parlé d'usine d'engrais tout à l'heure. Mon usine d'engrais, je l'ai amenée au Bénin en 2005. C'était au moment où mes machines venaient que je devais commencer à faire le montage que j'ai quitté le Bénin. Et puis, en 2005, j'ai dû donc soutenir le président Yahi Boni pour qu'il devienne président. Il est devenu président. Entre autres, je lui dis, bon, laissez-moi monter mon usine d'engrais. Le gars, il s'oppose. Laissez-moi, je vais monter mon usine d'engrais. Il me tourne en rond. Un jour, il y a un monsieur que tout le monde connaît. Il est là, il est vivant, il est témoin. C'est le patron de Golf Télévision, Ismaël Soumanou. C'est lui, grâce à lui, puisque moi je ne pouvais plus voir Yahi Boni. Et pourtant c'est moi qui ai présenté Ismaël Soumanou à Yahi Boni. C'est encore lui qui doit m'emmener chez Yahi Boni à Paris quand il était de passage. Et il se cachait pour me rencontrer parce qu'il ne faut pas qu'il me rencontre et que Patrice Talon soit au courant. Et on va voir Yahi Boni dans son hôtel. Et je lui dis, bon, vous refusez de me laisser mon usine de coton travailler. Vous refusez de me laisser construire mon usine d'engrais. Pourquoi? Mes équipements sont là. Ça fait des années avant que vous n'arriviez au pouvoir. Laissez-moi monter mon usine. Il me dit, je vais te poser une question. Est-ce que ça te dérange que Patrice Talon soit actionnaire? Je dis, il est hors de question. Il dit, je suis désolé pour toi, tu ne vas pas monter ça. Demandez à Soumanou. Je ne l'ai pas inventé. L'intérêt des paysans, ce n'est pas sa priorité. Sa priorité, c'est de satisfaire son associé. Jusqu'à l'heure, je parle, on continue d'importer les intrants, on n'a pas d'usine d'engrais au Bénin. Alors qu'un petit pays comme le Togo, je crois qu'ils en ont au moins 2, non? Pour dire la production a augmenté et tout ça là, ouais, c'est des magiciens. Il y a pas de statistiques qui viennent de ce régime auquel je peux croire. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas produit. Je ne sais pas. Plus rien n'est transparent. Un pays où on ne peut même pas... Vous savez, quand je vous ai parlé tout à l'heure des élections législatives au Bénin,
La loi dit qu'on doit afficher les résultats dans les bureaux des urnes. Expliquez-moi pourquoi le soi-disant président des démocrates lui-même passe un communiqué pour interdire de publier les résultats. Parce qu'il a reçu l'ordre de Patrice Talon. Il est allergique à tout ce qui est transparence. Ce qu'on a observé aussi au cours des dernières années, c'est toutes ces difficultés que les producteurs agricoles ont rencontrées, notamment les producteurs de soja, d'anacarde. On a vu par moments des villages qui ont été plus ou moins barricadés où on empêchait les producteurs. Est-ce que c'est pas, en agissant ainsi, le gouvernement ne tente pas de renforcer le tissu industriel local, intérieur? On revient toujours au même point lié aux transparences. Quelle est la capacité de transformation industrielle en matière de soja et en matière de cajou du Bénin? Vous pouvez donner le chiffre? Ça n'existe pas. Si le chiffre existe, ce n'existe que dans la tête de Patrice Talon. Ce que je sais est que on a empêché les paysans d'exporter leurs produits alors que l'État n'a rien fait pour les aider à produire. Ils ont produit eux-mêmes. Ils se sont endettés eux-mêmes pour mettre leurs intrants sur le soja, les cajous et autres. Et ils n'ont pas le droit de vendre leurs produits. On a bloqué. Vous savez qu'il y a des producteurs qui ont pris leurs produits, ils ont emmené dans leur propre magasin, ils sont allés les attaquer dans leur magasin. Certains ont résisté, on leur a tiré des balles, ils sont morts, non? Vous êtes au courant de ça? Monsieur Jossou, vous êtes au courant? On a vu ça passer dans les informations. Et après, vous savez qu'on a donné des autorisations encore aux sociétés de Patrice Talon pour exporter les mêmes produits qu'on refuse aux paysans d'exporter, de vendre au Togo, de vendre au Niger. C'est ça le développement agricole? Ok, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour ces deux secteurs-là, la production de soja, si on prend ça, soja et anacarde, pour que les producteurs puissent tirer le meilleur des efforts qu'ils consentent chaque jour? Commencez à chasser Patrice Talon du pouvoir. Parce que vous allez faire tout ce que vous voulez comme effort, financement, technique agricole. Moi, je me rappelle que j'avais fait venir des experts israéliens pour... Vous savez qu'Israël était un gros producteur de coton dans les années où il y avait les kippoud. Vous savez ce qu'on appelle les kippoud? Vous savez ce qu'on appelle les kippoud? Lorsque les premiers juifs sont installés en Israël, c'était des coopératives. Comment? Les petits villages de colons. C'était des coopératives agricoles. C'est à travers l'agriculture qu'ils ont d'abord lancé l'économie en Israël. Ils ont transformé le désert en verdure. Donc, ils ont beaucoup de technologies. Le coton était l'un des produits dans lesquels ils performaient. Moi, j'ai fait venir des experts israéliens qui faisaient pousser du coton coloré naturellement. Vous savez que quand vous prenez le coton, une fois que vous avez fini les grainages, vous prenez les fibres, vous envoyez les fibres dans les usines de filature pour faire des fils. Après les fils, vous allez vous envoyer ça pour faire du tissage. Vous faites du tissage, vous avez le cru et que vous envoyez ça maintenant à la teinture. Pour faire la teinture, pour lui donner les couleurs, les imprimer et tout ça. Mais les Israéliens ont développé la technologie pour faire pousser du coton avec de la couleur déjà. Et d'abord, ils ont de forts rendements et tout ça là. À mes propres frais, j'ai fait venir des experts qui ont fait des études au Bénin pour améliorer la production. Mais on ne peut rien faire tant que le pays est géré par une mafia. Rien n'est possible. Quel que soit le secteur d'activité où vous êtes aujourd'hui, s'ils décident de vous, s'ils se souviennent de vous, vous êtes mort. Et ce n'est pas seulement parce que c'est Martin Rodriguez. Si je dis ça, je ne suis pas juste. C'est une organisation, j'ai dit la dernière fois. Patrice Talon n'est pas seul, il travaille en équipe.
Il y a des gens qui sont avec lui pour le servir, pour atteindre ses objectifs. La brimade, la destruction des autres, quel que soit le secteur. Il y a des gens qui sont amis à Patrice Talon, qui l'ont même aidé à devenir président, ils ont financé sa campagne. Vous savez, vous rappelez du pharmacien Adebo? C'est un ami à Patrice Talon, il a financé, il a aidé. Mais le type, dès qu'il a pris le pouvoir, il l'a enfermé pour médicaments trafiqués. Le gars est mort. On l'a gardé en prison, il ne pouvait pas se soigner, jusqu'à ce qu'on le lâche. Quelques semaines après, il est allé se soigner. Il est mort. Olivier Bokor, c'est le meilleur ami de Patrice Talon, non? Il est là-bas pour 20 ans. À Ivor, il aidait Patrice Talon, il fait partie des gens qui lui ont donné des conseils sur le plan juridique. Quand il était en exil, il était tout le temps à Paris pour le voir, pour l'aider. Il est en prison pour 10 ans. Rekia Mandougou, 20 ans. Sans Rekia Mandougou, Yahi Boni ne pouvait pas laisser, Patrice Talon ne pouvait pas rentrer au Bénin pour être candidat. Elle est là-bas pour 20 ans. Donc, moi, au moins, mon cas est connu, je suis opposé à lui depuis le début. Donc, c'est pas un phénomène qui touche seulement à ma seule personne pour qu'on dise, ah, c'est parce qu'il est jaloux et autres là. Rendez-vous à l'évidence. Les faits sont là. Regardez les faits. Ne regardez pas, n'écoutez pas ce que moi je vous dis. Regardez les faits. Oh, ok, donc je ne sais pas si Habib est de retour. Donc, on va permettre aux autres panélistes de prendre la parole. Vous allez me donner... je vais vous demander quelques minutes. Ok. Je vais prendre une pause, vous allez prendre la pause parce que j'ai un rendez-vous téléphonique dans 3 minutes. Ok. Et nous, ici, nous, on n'a pas le droit d'être en retard. Ok. Je vais faire mon coup de fil. Ok. Je vais couper. Je vais faire mon coup de fil et je reviens. Bonsoir. Moi, j'ai D'accord. une question à Papa d'abord. D'accord. Non, vous notez, ouais. Donc, on vous donne 3 minutes. Non. C'est un rendez-vous téléphonique. Il y a un rendez-vous dans 3 minutes. Des rendez-vous qui commencent maintenant dans 2 minutes. Voilà. Je donne le coup de fil, ça va me prendre peut-être une quinzaine de minutes, je vous reviens. D'accord. Ok, donc dès que vous êtes à nouveau disponible, vous pouvez nous faire signe alors. Je dois, parce que, je vais vous recontacter tout de suite après. Ok, c'est bon. Merci. Merci.